désobéissance civile. Ouais, moi, c'est pas à 3 minutes près, mais il faudrait que je parte vers 18 h, ouais. Ok. Attends, je vais rappeler Jacques et puis une fois que j'ai Jacques au téléphone et que c'est tout bon pour lui. Mais je pense qu'on a eu une belle discussion, hein, déjà. T'as été censuré par Zoom. T'as été trop bien à la fin, là. Ça devient dangereux, cette conversation. Dès qu'on parle de violence, ça devient... Non, mais c'est vrai que c'est agaçant, les saintes nitouches de la violence qui disent « aucune violence n'est acceptable ». Oui, très bien, et on vit dans un monde où il y a 25 000 morts par jour de la pollution, 25 000 morts par jour de la faim. C'est pas une méga violence, ça? C'est une violence extraordinaire. Donc bon, voilà, il faut être sérieux sur ces questions. C'est tellement relatif, et comme genre tous les gens qui disent « mais c'est vachement chouette ». Jacques, c'est parti. En vrai. Comme quand tu fais une action de désobéissance civile et qu'on vient de dire que c'est violent parce que tu bloques un magasin 2 heures, quoi. Oui, c'est ça, c'est très étrange. Je veux dire, casser la vitre d'un McDo est considéré comme ultra violent, alors que manger au McDo ne pose aucun problème. Et quand tu regardes ce qu'engendre le fait de manger dans un fast-food, du point de vue même du rapport du patron aux salariés, du point de vue de la déforestation, du point de vue du traitement des animaux, du point de vue de l'obésité, etc., la question se pose, mais voilà, il faudrait être sérieux, quoi. Et pour finir, peut-être le temps que Jacques se reconnecte, sur la dichotomie que tu évoquais entre réforme et révolution, oui, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il faut être honnête, moi j'ai envie de dire, allez, révolution, on change tout. Bon, en même temps, c'est vrai que dans l'histoire, ça s'est souvent pas très bien passé quand même, les révolutions. Hein. Faut aussi, voilà, faut aussi dire les choses comme elles sont. Je sais pas vraiment en fait s'il y a une scission aussi nette que ça, mais en tout cas, je suis quand même convaincu que des réformettes ne suffiront pas, quoi. Voilà. Est-ce que ça vous va si je lance en attendant Jacques le live stream? Oui, pour nous, bien sûr. Ouais. Je dis, vous voulez que Lana tu parles ou bien vous voulez que je dise un truc genre on parlait justement de la relativisation de la violence, Aurélien, je te laisse poursuivre. Dire qu'on a eu un petit souci, qu'on s'excuse. Ouais. Non, vas-y, Leïla, moi c'est bon. Enfin... Là, on est en live ou pas? Non, je crois pas. C'est écrit en haut, non, quand on est en live. Ouais. Non, bah peut-être Leïla, tu peux juste dire on est désolé et que voilà, on a fait une petite pause. Ah voilà, c'est bon. Ah. Tu peux dire que... Cette scène, il fallait que les vieux aillent aux toilettes, alors on a fait semblant que ça crachait. Voilà, bonjour. Vous allez bien? Super. Merci d'avoir attendu. Non, ouais, on continue. Voilà, vous m'expliquerez ce qui s'est passé après. Du coup, on est en live là. On t'entend pas, Mathilde. C'est bon, vous pouvez y aller? Pour moi. Alors oui, alors 2 minutes. Non. Je le publie à l'instant. Donc... Elle fait très hacker de films de science-fiction, la Mathilde, tu sais, elle tape à toute vitesse, attendez, et puis d'un seul coup, paf, ça y est, c'est en live, c'est parti. C'est vrai? Ouais. C'est pas. C'est pareil. Je dis juste, alors, rebonsoir à toutes et à tous, on est désolé pour ce petit problème technique, j'espère que vous êtes encore là, mais je suis sûre parce que c'était super intéressant. Et je vais laisser, je crois que c'était Aurélien qui parlait de la différence de la violence systémique, la relativisation de la violence. Donc je vais le laisser poursuivre, ou alors quelqu'une d'autre qui voulait relancer. Non, mais juste en un mot, effectivement, bon, je voulais juste dire que la violence était une chose qu'on devait même certainement condamner et qu'il ne fallait pas relativiser au sens de l'accepter. C'est pas du tout la question. L'ennui, c'est que le système actuel est factuellement ultra violent. On a 50 000 personnes qui meurent chaque jour de la faim et de la pollution. Si c'est pas violent, ça, c'est quoi? Et donc, la question n'est pas d'être pour ou contre la violence. On est tous contre. La question, simplement, est de comprendre quel est le chemin critique qui permet de minimiser ce qu'on pourrait appeler, suivant Jean Genet, la brutalité, en fait. Parce que la violence peut aussi être une manière de contrer la brutalité
Et donc, il faut être un peu précis sur ces questions et ne pas réagir à l'emporte-pièce comme si une grève, un piquet de grève était ultra-violent, alors que bien sûr, elle peut mettre fin à des agissements qui étaient en réalité bien davantage mortifères. Donc, il faut regarder simplement les choses avec un peu de précision et non pas réagir épidermiquement à la manière d'un gamin qui ne comprend pas l'enjeu de la problématique. Voilà. Merci beaucoup pour, je dirais, l'intro du sujet. Est-ce que quelqu'une ou quelqu'un veut rebondir là-dessus? Du coup, je ne sais plus très bien où on en est au niveau des prises de parole. Donc, je laisse qui veut parler. Moi, je voulais vous poser la question suivante, c'est que en fait, il y a eu pas mal de questionnements autour de comment passer de l'intellectualisation à l'action. Et puis, on a pas mal évoqué la peur dans cette situation, dans le coronavirus, la peur, les traumatismes et tout ça. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres émotions à mobiliser et comment on vit ces émotions pour mobiliser les gens et s'activer? Voilà. Si j'ose prendre la parole ici, oui, il y a une autre façon, moi, qui me tient très, très à cœur et à laquelle je tiens, malgré ce qui a été dit tout à l'heure, c'est comprendre. Et bien sûr, c'est pas suffisant de comprendre, mais c'est quand même un moteur formidable que, par exemple, avec le problème du climat, avec le problème de la disparition des espèces, si les gens comprennent, réalisent, mais ça prend du temps de comprendre. C'est un métier, le métier scientifique, de comprendre la réalité, c'est un métier difficile. Et c'est un métier qu'on devrait tous cultiver oui. C'est difficile parce que ça demande du travail, ça demande de comprendre, ça demande d'apprendre, ça demande de réfléchir. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas pris confiance que comprendre, ça aide. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans le métier de chercheur ou de scientifique, c'est apprendre à avoir confiance dans l'apprendre. Mais la plupart des gens n'ont pas eu la chance de faire cet apprentissage. Oui, évidemment, c'est une belle réponse. Et donc, juste, enfin, ça va sembler un peu neuneux dit comme ça, mais tant pis. Oui, il y a un sentiment tout simple qui est l'amour, quoi. Non, mais qui n'est pas triste, c'est ça que je veux dire en fait. C'est que il y a quand même encore cette idée que se restreindre un peu, attention, se restreindre dans la production et la consommation de biens matériels. Ça ne veut pas dire se restreindre dans la vie, ça ne veut pas dire se restreindre dans la pensée, ça ne veut pas dire se restreindre dans l'intelligence, ça ne veut pas dire se restreindre dans la création, dans la solidarité, etc. Il y a l'idée que c'est forcément quand même un peu castrateur. Et ça, je vais vous donner juste un exemple un peu rigolo. Je fais exprès de prendre un exemple un peu subversif. Vous savez, il y a un très beau livre de Laclos qui s'appelle « Les liaisons dangereuses ». Et puis, il y a un séducteur un peu sulfureux, le vicomte de Valmont, qui cherche essentiellement à mettre les femmes dans son lit. Hein. Et puis, il se sait espionné par la femme qu'il cherche à séduire. Et ce sachant espionner, eh bien, il fait semblant d'être très généreux. Et il donne beaucoup d'argent à des pauvres pour s'attirer les bonnes grâces de cette femme. Et puis, en fait, en le faisant, il réalise un truc incroyable. Il réalise que c'est très agréable. Et il se dit, mais en fait, il n'y a pas de mérite à être bon. Parce que c'est extraordinairement agréable de faire du bien aux autres. C'est même égoïstement valorisant de faire du bien aux autres. Et ben voilà peut-être aussi quand même le genre de sentiment qu'on pourrait tenter de convoquer. Alors là, j'aimerais aussi revenir. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que tu utilises le mot amour. On ne l'utilise pas du tout assez en général. Et j'ai quasiment honte de ne pas avoir, quand il s'agissait de trouver d'autres moteurs pour aller vers le mieux, eh bien, l'amour. Mais on devrait toujours garder ça en tête. Et dans mon bouquin, d'ailleurs, c'est au centre de toute cette discussion. Oui, insistons là-dessus. Ça fait une super conclusion qui permet de relancer la prochaine question, celle de la justice sociale, qui est en fait d'une certaine manière celle de prendre en compte les autres, les êtres vivants, les autres personnes humaines dans notre manière de concevoir les luttes.
Donc je trouve que ça fait une super bonne transition et je vais donner la parole à Mathilde. Ouais, alors c'était la question que j'avais pour vous. D'ailleurs, qui fait écho avec ce projet qu'on organise en Suisse, qui est cette grève pour l'avenir, qu'on essaie d'élargir en fait, on essaie d'élargir la grève du climat à d'autres secteurs de la société, aux travailleuses, travailleurs, aux migrantes, aux migrants, et prendre en compte différentes problématiques pour avancer ensemble. Donc cette question de justice sociale. Aurélien, tu as parlé des mains et des applaudissements. Enfin, moi aussi, j'ai trouvé magnifique qu'on voit toute cette pluralité de solidarité qui sont nées avec cette crise. Enfin, ça nous montre qu'on aspire à ça, qu'on est interdépendantes les unes et les autres. Mais dans cette situation, il y a vraiment, comme tu disais, des problèmes. Le premier, c'est que cette solidarité, elle est confinée d'une certaine manière parce qu'elle est isolée, comme tu le disais bien avant, Aurélien aussi. Moi, je peux que penser directement à la situation dramatique et catastrophique de la crise d'accueil et de solidarité des réfugiés de manière générale, et plus précisément avec la situation au sud de l'Europe, en Grèce là actuellement, qui est quand même passée assez sous silence. Et pourtant, dans le discours de l'écologie, c'est pas toujours très présent qu'en fait il y a une urgence de solidarité aussi, parce que simplement il y a des gens qui crèvent dans les eaux qui sont à côté de nos frontières en fait. Et donc voilà, comment mobiliser ça aussi, comment le prendre en compte. Ici aussi, des migrantes et migrants vivent des situations horribles, mais on a de la peine à élargir nos solidarités. Puis d'autre part, le problème de cette situation d'applaudissement, ça va en lien, mais c'est qu'elle n'est pas rendue politique en fait. On applaudit et après, enfin nous en Suisse, on a des politiciens néolibéraux extrémistes, j'aurais exemple un PLR assez connu, Nantermo, qui répondent à la question de savoir s'il faut en fait augmenter les salaires des personnes qui sont les plus pauvres mais qui travaillent d'arrache-pied, les infirmières, les infirmiers, etc. En fait, c'est le problème des employeurs et c'est pas notre problème. Mais en parallèle, comme disait Jacques, notre État, il soutient à hauteur de milliards des compagnies d'aviation et nos banques, elles versent des dividendes. Vous deux, vous étiez signataires de notre pétition. Nos banques versent des profits à des fonds d'investissement qui sont directement appliqués dans les énergies fossiles. Donc on a pourtant des États qui prennent des décisions d'orientation d'argent. Et donc on voit là qu'il y a vraiment un problème social important et qui est systémique, et les secteurs essentiels ne sont pas reconnus du tout. Et donc pour revenir à ce que tu disais, Aurélien, que le capitalisme n'est pas l'unique problème, c'est clair, mais en l'occurrence aujourd'hui le capitalisme détruit vraiment les vies des gens, nos santé et la planète dans son fonctionnement et son mécanisme. Donc par rapport à toute cette question de solidarité et de justice sociale, comment en fait on politise, on rend notre écologie sociale véritablement, et vous dans vos engagements, dans vos quotidiens, comment vous faites le lien dans vos discours ou dans vos engagements entre ces deux ou multiples questions. En France, on a aussi évidemment la question des violences policières qui est extrêmement grave et importante aussi avec les personnes des quartiers populaires. Donc voilà, nous on aimerait beaucoup faire des liens entre ces deux discours parce que c'est malheureusement pas acquis, et voire des fois on a des discours vraiment écologistes mais anti-sociaux. Voilà. Peut-être que je t'invite Aurélien à prendre la parole en premier, comme ça tu aurais le temps de répondre, et si tu dois partir à 18h. Merci, oui, c'est vrai que, hélas, je vais devoir bientôt vous quitter. Oui, sur les violences policières, je vais dire un truc très politiquement incorrect, mais il y a énormément de choses rapportées en France, comme, bon, je ne sais pas si elles sont vraies, mais je pense qu'au moins une partie sont vraies, suivant lesquelles des policiers auraient eu des comportements anormaux, verbalisant des gens qui allaient faire leurs courses, ou des petits vieux qui s'arrêtaient 10 secondes parce qu'ils étaient fatigués, etc. Enfin bon, il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers de témoignages, dont une partie sans doute sont correctes, de gens qui ont été verbalisés sans bonne raison. Et quand même, la chose incorrecte que je voudrais dire, c'est que je ne peux pas m'empêcher quand même, avec un peu de cynisme, de me dire d'un seul coup quand même le bourgeois blanc découvre ce que c'est qu'un contrôle de police, quoi. Parce que c'est quand même cet arbitraire, alors pas systématique, il y a des policiers qui font très bien leur métier, sans aucun doute, mais quand même cet arbitraire du contrôle où en fait on flippe, parce qu'on sait que même si on n'a rien fait de mal, on peut être dans une situation problématique.
C'est ce que vivent les jeunes des quartiers depuis très longtemps. Et là, d'un seul coup, le bon citoyen blanc découvre que, bah oui, ça se passe comme ça, un contrôle de police. Parfois, ça se passe très bien, hein, il y a des policiers qui sont tout à fait corrects, mais parfois, ça se passe mal. Et quand ça se passe mal, face à une personne assermentée, si personne ne filme, eh ben, on est foutu, parce qu'on a forcément tort. Et je trouve que c'est un petit rappel comme ça, qui est finalement, avec cynisme, pas si malvenu. Alors, le problème, Mathilde, de ce que tu évoques, c'est que la convergence des luttes, c'est une belle chose. L'ennui, c'est que je crois qu'elle n'est pas logiquement nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous pour la convergence de nos propres valeurs. Donc on a tous des convictions sur différents plans. Et puis on se dit que bah, finalement, si le monde correspondait exactement à nos convictions, ça serait très bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une sensibilité écologique sans avoir une sensibilité féministe, ou sans avoir une sensibilité sociale, ou je ne sais quoi. Alors nous, on va se dire, mais c'est pas possible, parce qu'en fait, c'est incohérent à un certain niveau. Oui, on peut se rassurer comme ça, mais le fait est qu'il n'y a pas une convergence nécessaire. Alors, ce qui est compliqué, c'est comment essayer de converger autour de ce qu'on croit, et en même temps, laisser quand même un peu de jeu, parce que si on exige une identité de valeur sur tout, on va se retrouver tout seul. Hein. Moi, par exemple, il y a une convergence dont on ne parle pas énormément, qui est pour moi fondamentale, et qui est liée au problème des réfugiés, c'est avec le décolonialisme. Voilà. Pour moi, c'est presque encore plus fondamental que le capitalisme. Je pense que le néocolonialisme existe de façon extrêmement forte, que les pays riches sont riches parce que les pays pauvres sont pauvres. Encore plus que parce que les pauvres dans les pays riches sont pauvres. Ça existe à tous les niveaux, ça je pourrais le développer beaucoup plus en profondeur. C'est une gangrène, à mon sens, et je crois que c'est une des origines, vraiment de la réification soit des vivants non humains, soit des vivants non occidentaux, pour le dire simplement. Voilà, donc je crois qu'il faudrait le mettre sur la table. Alors, que faire concrètement? Une fois qu'on a dit on aimerait plus de convergence, et pourtant, ces convergences ne sont pas forcément nécessaires, hélas. Enfin, moi, je crois qu'elles ne le sont pas. Bah, je me disais que finalement, le meilleur guide, mais c'est un peu, là encore, un peu provocateur de le dire comme ça, c'était la trahison. Alors, je vais finir là-dessus. Pas la trahison, évidemment, de la parole donnée, pas la trahison de l'amitié, de l'amour, etc. Ça, au contraire, il faut essayer de ne pas trahir et d'être fidèle, soit. Mais ce que j'appelle trahison, c'est la trahison de l'héritage. C'est-à-dire de se dire finalement que tous les révolutionnaires, tous les grands réformistes ont été des traîtres. Des traîtres à quoi? Pas des traîtres à leurs convictions, des traîtres à l'inertie d'où ils venaient. Et de se dire que finalement, nous ne sommes pas obligés d'être les héritiers de nos pères au sens symbolique, hein, pas de nos pères biologiques, qui peuvent être des gens très bien, mais nous ne sommes pas forcément les héritiers du système qui nous a fait vivre, et nous avons le droit et peut-être même le devoir de trahir. Trahir, ça veut dire se penser hors de notre genre, de notre ethnie, de notre milieu social, de notre milieu professionnel, de notre nationalité, etc. Et de dire, moi, bon, ok, je suis un homme blanc français, mais je ne me reconnais pas dans cette définition. Elle ne m'intéresse pas, elle est biologiquement et politiquement vraie, mais en fait, elle n'a fait pas sens. Voilà. Alors ça, c'est des jolis mots. Hein. Après, enfin jolis, je ne sais pas s'ils sont jolis, mais enfin c'est des mots en tout cas. Comment le transformer en acte? Ben, c'est ce que vous faites. Hein. Moi, je peux dire que comme Jacques, j'ai confiance en vous, quoi. Courage et merci. Alors Aurélien a parlé magnifiquement de cette histoire de l'héritage. Je reprends sa dernière phrase à peu près. C'est vrai, donc, l'écosocialisme, on aime ça, mais il existe, et le danger de l'écofascisme est quelque chose de très réel. Et mon bonheur avec vous, les jeunes, c'est que le mouvement que je connais chez vous, eh bien, c'est une écologie sociale. Et le nombre d'entre vous que je connais qui sont engagés pour les migrants, hein, ça me remplit de joie et je vous félicite. Pareil. Merci beaucoup déjà pour ces derniers mots et puis aussi pour toutes tes interventions, Aurélien. Enfin, en fait, je te dis au revoir, mais je ne sais pas à quel point c'est flexible et en fait, tu as encore 10 minutes. Ouais, j'ai 5 minutes, mais peut-être on peut laisser les mots de la fin à Jacques. Tu as ton micro qui est... ah, pardon. Oui, j'ai encore 5 minutes, disons, mais je pense que si Jacques conclut, ça sera très bien.
Du coup, je te dis au revoir que je dois partir. Enfin, vraiment, merci encore. Puis merci tous les deux pour ces mots. On peut continuer. Merci à vous. Moi, je voudrais juste dire, je suis très ému par, j'allais dire le couple, c'est un couple un peu bizarre, mais que vous formez, parce qu'à la fois ce groupe de jeunes ultra actifs et ultra intelligents, et puis d'autre part Jacques, je ne sais pas trop, qui aurait une sorte de figure un peu de vieux sage, mais en fait pas si vieux et pas si sage, un peu espiègle encore, et finalement plein de ressources, et je vous trouve très beau. Voilà, et je vous dis au revoir. On s'aime. Salut.